Merci de cette invitation. Je suis absolument ravi de me retrouver à Toulouse auprès de vous. Merci de cette occasion de me permettre donc de parler de ce thème qui m'est cher, puisque j'ai effectivement publié un petit livre il y a quelques années qui s'appelle Court traité de l'âme, auquel je ferai allusion en parlant donc du sujet que j'avais suggéré à la demande de Paul Costa, c'est-à-dire titre un peu mystérieux, m'a dit l'un d'entre vous en arrivant, corps des États et âme des peuples. On pourrait aussi dire corps et âme des États et des peuples. Vous verrez au fur et à mesure que se dérouleront ces quelques moments d'introduction à ce que j'espère être une discussion, bien sûr. Je voudrais faire une petite déclaration préalable quand même sur l'utilisation du mot âme. Parmi vous, il y a sûrement des gens qui sont croyants, d'autres qui ne le sont pas, qui ont une représentation particulière du mot âme, une représentation transcendante pour ceux qui sont croyants. Moi, je l'utilise en le définissant de façon un peu particulière, de façon axiomatique. Je donne une définition du mot âme, et c'est celle-là que j'utilise. Alors, je voudrais que chacun comprenne bien que il ne faut pas mettre derrière le mot âme autre chose. Pendant les quelques minutes de mon intervention, il ne faut pas mettre derrière le mot âme quelque chose qui vous est personnel. Il faut essayer de suivre la façon dont j'utilise ce mot, parce que sinon, mon discours devient totalement incompréhensible. Donc, c'est une demande de participation, en quelque sorte, que je fais à partir de ce titre un peu étrange. Je voudrais commencer par dire le fond de la question que j'essaie de traiter. C'est une clarification des deux mots très largement utilisés, très souvent utilisés, d'État et de peuple, en soulignant le fait qu'il s'agit des deux façons d'organiser les collectivités humaines qui sont, je vais essayer de le montrer, étroitement complémentaires, mais qui sont aussi radicalement différentes. Donc, c'est cela qui motive la réflexion que je vous propose d'engager ce soir avec moi. Le mot peuple, c'est un mot qui est très utilisé, très largement utilisé, souvent de façon très confuse. Alors, quand je l'utilise là ce soir, ce n'est pas du peuple que je parle, c'est des peuples. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un peuple? C'est-à-dire une collectivité humaine, dans une première définition provisoire, une collectivité humaine qui a une histoire et une ou des cultures. C'est en ce sens qu'on peut parler du peuple corse, du peuple rom, du peuple arménien, du peuple juif, du peuple occitan, virgule, etc. Et aussi, on le verra, du peuple français. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'utiliser le mot peuple dans son sens de l'organisation politique, mais bien de la représentation historique et culturelle d'une collectivité humaine qui a son histoire, et souvent une histoire extrêmement ancienne. Un État, c'est tout à fait différent. Un État, ça a des frontières. Alors quelquefois, ça essaie d'élargir les frontières. Nous essayons de le faire au niveau de l'Europe, mais nous avons vu au cours de la dernière campagne électorale qu'un certain nombre de nos concitoyens aimeraient bien que les frontières se rétrécissent aux frontières de l'Hexagone. Donc c'est un État de toute façon des frontières. Il a un territoire, très fondamentalement un territoire, et puis il a des lois qui peuvent être protectrices, qui peuvent être aussi répressives quelquefois. C'est-à-dire que les citoyens d'un État ont un certain nombre de droits et de devoirs, et puis il y a des statistiques dans un État, il y a des statistiques d'état civil, des registres de naissance, des registres de mariage, des registres de décès, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même type de structure dès cette première approche, dès ces premières définitions, on n'est pas dans le même type de structure en parlant d'un peuple ou d'un État. Alors, je voudrais à ce stade faire allusion à
charte de l'ONU qui a été adoptée après la Seconde Guerre mondiale et qui est un chef-d'œuvre de confusion entre les mots que je viens d'évoquer, puisque cette charte des Nations Unies, qui est un document extrêmement important, puisque c'est lui qui a pris la suite de la Société des Nations, enfin l'ONU a pris la suite de la Société des Nations et a émis à l'issue de la guerre de 39-45 une charte qui évoquait le bonheur à venir de l'humanité, la fin de la guerre, l'entente entre les peuples au travers d'une union, et alors qui justement commence par une adresse, nous, peuple des Nations Unies, qui affirme, après avoir dit nous avons l'intention de faire régner la paix universelle dans l'entente de tous les peuples, qui proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et puis qui continue progressivement au cours du texte pour dire en fait les peuples, c'est ces organisations, ces collectivités humaines qui se constituent en État, qui sont tout simplement cooptés par la cinquantaine d'États créateurs de l'ONU. C'est-à-dire que pour être un peuple qui a le droit de disposer de lui-même, il faut être reconnu comme un État par les États existants, donc exister sous une forme étatique, et ne sont peuples reconnus comme tels que par ceux qui sont reconnus comme État, et c'est signé par les gouvernements. Autrement dit, il y a une confusion complète entre la notion de peuple appelé à disposer d'eux-mêmes, reconnus comme ayant le droit de disposer d'eux-mêmes, pour autant ils acceptent d'entrer dans la logique des États et d'être reconnus par le concert des États qui sont déjà reconnus en tant que tels. Et l'exemple le plus récent, je dirais, qui a défrayé la chronique, c'est le peuple palestinien, qui est un peuple qui n'existe pas tout à fait sous forme d'un État, donc il n'est pas tout à fait membre de l'ONU, il n'est pas à part entière membre de l'Organisation des Nations Unies. Autrement dit, il y a une difficulté assez fondamentale dans le concept même de peuple et d'État, puisque il y a une confusion souvent très forte entre les deux, un manque de clarté. Alors, j'essaie d'apporter un élément de clarification, et c'est pour ça qu'il faut que je vous parle un tout petit peu de ce court traité de l'âme, parce que c'est à partir de là que j'essaie d'apporter une clarification en définissant de façon aussi précise que possible ce qu'on peut appeler un peuple, et pour ça j'ai besoin de ce concept d'âme. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bon, nous sommes dans cette salle, quelques dizaines de corps, esprits. Vous avez devant vous un corps-esprit qui agite ses lunettes, qui parle dans un micro. Donc j'existe dans l'espace-temps, de façon très concrète, matérialisée, avec un corps et un esprit. Et l'évolution des neurosciences actuelles montre qu'il y a une intégration très forte entre le corps et l'esprit, pas une distinction. Bien entendu, le corps s'exprime au travers de manifestations par la parole ou par les gestes, mais il n'y a pas une différence fondamentale intrinsèque entre corps et esprit. Donc nous avons des corps-esprits, et puis il se trouve aussi que pour les gens qui sont dans cette salle et qui m'entendent parler depuis quelques minutes, ils ont lu mon nom pour ceux qui ne me connaissaient pas, et il y a quelque chose dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cerveau, qui s'appelle maintenant Philippe Lazare. Et ce quelque chose, je ne sais pas quelle est sa nature exacte, je ne sais pas si c'est un repli particulier des circonvolutions cérébrales ou quelques molécules spécifiques, mais il y a une existence matérielle de moi en vous, de la même façon qu'il y a une existence matérielle pour chacun d'entre vous, de tous ceux que vous connaissez. Autrement dit, j'existe en tant que corps-esprit, mais j'existe aussi au travers de cette matérialité de mon existence dans tous ceux qui me connaissent. Et cette matérialité de mon existence, elle s'est développée depuis ma conception, pendant la période prénatale de mon existence, pendant ma vie postnatale, et chose intéressante, elle ne disparaîtra pas instantanément le jour de ma disparition
physique, le jour de la disparition de mon corps-esprit. Autrement dit, si demain, quand je rentre à Paris, mon avion s'écrase, vous ne le saurez pas instantanément et rien de votre représentation de moi n'aura changé, alors que moi je ne serai plus là en tant que corps-esprit. Alors c'est cette matérialité de ma présence, et ça vaut bien entendu pour chacun d'entre vous de façon réciproque, cette matérialité de ma présence en vous qui a des caractéristiques extrêmement fortes. Premièrement, elle m'est spécifique. Deuxièmement, elle apparaît avec ma conception et elle se prolonge tout au long de ma vie en s'enrichissant, en se détériorant éventuellement quand on commence à m'oublier, et elle ne disparaît pas au moment où je meurs. C'est la raison pour laquelle je l'appelle âme et que j'utilise ce mot parce que c'est celui qui, en réalité, me met fondamentalement en relation avec les autres et qui transforme mon corps-esprit, ma réalité dans l'espace-temps, en une personne. Autrement dit, c'est parce que j'ai un corps-esprit et une âme au sens que je viens de définir que je suis une personne, c'est-à-dire reconnue par la collectivité humaine comme faisant partie de la collectivité humaine en tant que personne. Alors, donc, j'insiste sur ces deux mots, corps d'une part, corps-esprit d'une part, et âme de l'autre, pour dire que c'est leur réunion qui va constituer quelque chose de particulièrement intéressant pour nous tous, c'est-à-dire le fait que chacun d'entre nous est une personne, pas seulement un corps-esprit, mais qu'il existe aussi, très fondamentalement, en relation avec les autres. J'en ai presque fini avec cette allusion à cette définition, simplement pour insister sur un point très important. Nous sommes actuellement à la surface de la Terre quelques 7 milliards de corps, il y a à peu près 7 milliards d'humains. On dit qu'il y en aura peut-être, quand j'ai écrit ce livre, il y en avait que 6. Donc dans le livre, il était écrit 6. Et maintenant, c'est plutôt 7. Et puis un peu plus tard, ce sera 8 ou 9, dit-on. Et puis chacun de ces corps est associé à une âme. Mais, étant donné que les âmes ne disparaissent pas en même temps que les corps, qu'elles se prolongent tout au long du temps, tout le temps que l'on se souvient d'une façon ou d'une autre de ceux qui ont existé, incidemment, il y a une langue africaine dans laquelle il y a 2 mots pour désigner les morts. Il y a ceux dont on se souvient et ceux qui ont complètement disparu. Ce n'est pas le même mot. Tout c'est le même mot, mort. Mais il y a donc, disais-je, 7 milliards de corps, mais il y a beaucoup plus que 7 milliards d'âmes, puisque les âmes des morts n'ont pas disparu. Et par conséquent, nous vivons en réalité à la fois dans l'espace des corps, de ces 7 milliards de corps, et nous vivons dans l'espace des âmes. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est quelque chose qui est sûrement vrai pour chacune et chacun d'entre vous. Vous savez très bien que vous vivez en relation avec des gens qui sont vivants autour de vous, mais que vous vivez aussi et très fondamentalement en relation avec vos proches qui ont disparu, que vous n'avez pas oubliés et qui font encore partie très fondamentalement de vous et qui existent d'une certaine façon au travers de votre propre existence. Alors si j'insiste sur ce point, c'est pour dire que l'espace des corps, c'est quelque chose de particulièrement important, mais que l'espace des âmes, c'est quelque chose qui est non moins important et peut-être même d'une certaine façon plus important. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'aspect religieux dans ce que je dis, c'est parfaitement compatible avec une croyance, mais qui est dans un autre ordre d'idées. L'espace des âmes, c'est l'espace dans lequel existent toutes les relations interhumaines, et en particulier, très profondément, les voisinages, les relations fortes qui existent plus particulièrement entre certaines catégories d'humains par rapport à d'autres. Les mathématiciens ont un mot très commode que je vais utiliser, n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin d'avoir fait beaucoup de mathématiques pour utiliser le mot, pour comprendre le mot que je vais utiliser, mais il est très commode parce que c'est un des avantages des mathématiques, d'avoir des mots qui résument très vite des idées. Je m'explique. Quand on parle d'un ensemble, c'est-à-dire d'une catégorie particulière d'objets, en l'occurrence un ensemble de corps ou un ensemble d'âmes, on peut définir des voisinages. C'est-à-dire qu'il y a
des armes qui sont plus proches les unes des autres parce que il y a des facteurs historiques, culturels, linguistiques qui font que des groupes humains ont des relations intimes plus fortes que des relations avec d'autres groupes humains plus lointains. Donc on peut parler de voisinage. Et qu'est-ce qu'une culture? Eh bien, une culture, en réalité, c'est un ensemble de voisinages particulièrement intenses qui font que il y a des parentés, des communautés. Quand j'utilise le mot communauté, je sais bien que j'utilise le mot communauté et pas le mot communautarisme. J'ai dit que c'est une description simplement de la réalité du fait que on a des parentés. Et vous me voyez déjà venir par rapport à la notion de peuple. Je dis donc que les mathématiciens utilisent un mot qui est le mot topologie. Quand on parle d'un ensemble et qu'on parle de voisinage à l'intérieur de cet ensemble, on dit qu'on met une topologie sur cet ensemble, c'est-à-dire qu'on décrit une série, ou on imagine une série de voisinages plus intenses, il y a des éléments plus proches et des éléments plus lointains. Eh bien, une culture, c'est une topologie sur l'espace des âmes. C'est-à-dire que dans l'espace des âmes, il y a des parentés fortes et ces parentés font que il y a ce qu'on appelle une culture, c'est-à-dire ce système de relations qui fait qu'il y a des âmes qui sont plus proches les unes des autres que des âmes plus lointaines. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que toutes ces cultures, c'est-à-dire ces topologies sur l'espace des âmes, sont sur le même espace des âmes, qui est l'espace des âmes que j'ai évoqué, c'est beaucoup plus que 7 milliards d'âmes. Et par conséquent, toutes les cultures s'inscrivent sur le même espace des âmes, et donc elles peuvent communiquer, parce qu'il n'y a aucune espèce de raison d'établir des limites sur les voisinages. Il peut y avoir des voisinages très intenses, mais des voisinages moins intenses, et par conséquent, une culture n'a aucune espèce de raison de s'enfermer sur elle-même. Elle peut parfaitement communiquer avec les autres cultures sans être aussi densément, de façon aussi dense, concentrée sur une forme particulière d'expression culturelle. Donc, nous avons là une possibilité de reconnaître que dans la collectivité humaine, il y a des parentés fortes qu'on appelle des cultures, et que ces cultures peuvent parfaitement communiquer les unes avec les autres, sauf si elles décident de ne pas communiquer, c'est-à-dire de s'enfermer dans des barrières, mais qu'elles n'ont pas obligation d'accepter en tant que telles. Alors j'en viens maintenant à la notion de peuple, parce que cette notion de peuple s'inscrit très directement, très logiquement dans ce que je viens de dire, puisque en fait une culture telle que je viens de la définir, elle est nécessairement portée par des passeurs, parce qu'elle n'existe pas de façon artificielle, elle est portée par des histoires individuelles et collectives qui existent en tant que telles, au travers du véhicule que constituent des passeurs. Mais de la même façon qu'une langue n'appartient pas à ses locuteurs, qu'elle existe en tant que langue, mais qu'elle peut être utilisée par des gens qui ne sont pas nés avec cette langue, dont la langue en question n'est pas la langue maternelle, de la même façon, une culture n'appartient pas à ses seuls passeurs. Mais elle a besoin de passeurs pour exister et pour ne pas être une culture morte, comme on parle d'une langue morte. Et par conséquent, un peuple, eh bien, c'est tout simplement, entre guillemets, bien entendu, tout simplement, l'incarnation temporaire d'une culture. Un peuple, au sens où je l'ai évoqué au début de cet entretien, un peuple qui a une histoire et une ou des cultures, c'est une collectivité humaine temporaire qui, à un moment donné, est plus particulièrement porteuse d'une culture, mais qui n'en a pas la possession. Et un peuple ne s'identifie donc avec une culture
que s'il décide de s'enfermer sur cette culture. Mais il n'a aucune espèce de raison de le faire. Alors un État c'est très différent. Un État c'est très différent parce que un État est fondamentalement constitué d'individus. Dans cette salle, il y a peut-être un certain nombre d'étrangers, entre guillemets. La plupart d'entre vous ont une carte nationale d'identité. J'ai bien dit une carte nationale d'identité, pas une carte d'identité nationale, parce que votre identité, elle est faite justement de la multiplicité des cultures dont vous êtes porteur. Mais vous avez une carte nationale d'identité, c'est-à-dire que vous êtes repéré en tant qu'individu, vous êtes sur les registres de naissance, les registres de mariage si vous êtes marié, vous serez sur les registres de décès, c'est-à-dire qu'un État, c'est une collection d'individus, c'est une collection de corps, fondamentalement. Alors que j'ai essayé de vous montrer qu'un peuple, c'est très fondamentalement l'émanation temporaire, la matérialisation temporaire d'une ou d'un réseau spécifique de culture. En d'autres termes, un État est fondamentalement dans l'espace des corps et un peuple est fondamentalement dans l'espace des armes. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce qui est intéressant dans le concept de corps et d'âme tel que je les ai définis, c'est que leur réunion constitue une personne. Alors on peut se poser la même question à propos des États et des peuples. Est-ce qu'il faut les considérer comme des entités complètement séparées ou plutôt comme possiblement complémentaires? Et je crois qu'il y a là quelque chose de particulièrement intéressant dans la reconnaissance d'un système un peu plus complexe que celui qui consisterait à dire les États c'est une affaire de corps et puis les peuples c'est une affaire d'âme. Je reviens à la France. La France est un État. Il y a des frontières, encore une fois, il y a Schengen, enfin, très fondamentalement, il a une histoire en tant qu'État dans l'Hexagone et dans ses territoires d'outre-mer. C'est donc une collection d'individus tels qu'on les a définis en tant qu'individus dans un espace de corps. Mais en même temps, la France a évidemment une arme, parce que la France, ce n'est pas seulement l'État tel qu'il est à un moment donné. La France, c'est aussi une histoire. Même un certain nombre de gens qui essaient de dire qu'il y a un roman national qu'on essaie de ressusciter actuellement de façon évidemment très artificielle. Mais la France, c'est aussi l'histoire de la royauté, c'est aussi l'histoire de la Révolution, c'est aussi l'histoire de la Commune, de la Résistance, de la collaboration, de la colonisation. Tout ça fait partie de la réalité de la France dans la représentation que nous nous en faisons, qu'on peut s'en faire à l'extérieur aussi. Alors il y a un certain nombre de gens qui voudraient qu'on ne parle de la France qu'au travers des droits de l'homme et du citoyen. Ça fait partie, bien entendu, de l'arme de la France. Mais il n'y a pas que cela. Il y a le reste aussi. Quand on parle d'une personne, je reviens aux individus qui ont un corps et une âme, ils ne sont pas nécessairement parfaits. Ils n'ont pas que des qualités, ils ont aussi des défauts. Donc la France, en réalité, dans sa richesse, c'est un pays qui est capable d'avoir un corps en tant qu'État et qui a aussi une âme au travers de toute son histoire et des cultures qu'elle a rassemblées. Je dis bien des cultures, puisque nous sommes ici en Occitanie et que nous savons très très bien que la France, à un moment donné, était particulièrement oppressive par rapport à l'expression des cultures régionales. Alors maintenant, depuis quelques années, les langues régionales sont considérées comme patrimoniales et sont inscrites en tant que telles dans la Constitution. Incidemment, elles sont considérées comme faisant partie du patrimoine national, patrimoine de la France, mais elles sont quand même casées dans les articles qui concernent les dimensions régionales. Et puis il n'y a que les langues régionales qui sont considérées comme patrimoniales. Autrement dit, il y a eu un pas en avant qui a été fait, et qui est quand même un pas ambigu, qui est un pas modeste. Mais il n'empêche que la réalité de la France, c'est d'être à la fois un
un État avec toutes ses caractéristiques, un État de droit, avec toutes ses caractéristiques positives, négatives aussi. Quelquefois, la raison d'État, nous le savons bien, a créé des bases de critique tout à fait légitimes, mais c'est en même temps une entité qui a une âme. Et de la même façon, une culture qui se traduit par une matérialisation sous forme d'un peuple, elle est aussi par ce peuple dans l'espace des corps. Autrement dit, s'il y a une différence fondamentale entre peuple et État, cette différence ne va pas jusqu'à interdire un rapprochement et une complémentarité. Et cette complémentarité, d'une certaine façon, c'est celle, parce qu'on n'a pas le même mot que dans des problèmes individuels, le mot de personne que j'évoquais tout à l'heure, corps et âme, constitue une personne, on n'a pas un mot qui symbolise cette complémentarité entre État et peuple, mais il y a un mot double qui essaie d'aller dans ce sens-là, qui est le mot État-nation. État, trait d'union, nation. Quand les soldats de la Révolution sont montés à l'assaut du moulin de Valmy, ils n'ont pas crié « Vive la République ». Ils ont crié « Vive la nation ». C'est-à-dire qu'ils étaient animés par quelque chose qui allait au-delà de la structure étatique et qui essayait d'exprimer quelque chose de très profond sur l'âme, justement, de ce peuple français. Donc je pense que ce n'est pas de solution à apporter à cette question difficile de la dualité de l'État et de peuple, mais je crois qu'il faut que nous ayons conscience du fait qu'on pourrait travailler dans le sens d'une clarification que j'ai essayé d'amorcer entre ce qui relève d'abord des corps ou d'abord des âmes, mais qui constitue finalement quelque chose de complémentaire et de fondamentalement utile si l'on veut aller de l'avant. Et je terminerai cette introduction à notre discussion à venir en évoquant la question européenne. Évoquer la question européenne, c'est évoquer bien sûr la refondation de l'Europe, que nous espérons tous, puisque nous ne sommes pas complètement satisfaits de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, encore qu'elle soit moins mauvaise qu'on le dit, mais ça c'est un problème qui peut faire l'objet de controverses et de débats. Mais ce qui est certain, c'est que l'Europe est actuellement essentiellement constituée par une association d'États et que, on le dit assez souvent, le peuple européen en tant que tel n'existe pas vraiment et que les Européens n'ont pas vraiment conscience de faire partie d'un seul peuple. C'est vrai. De surcroît, quand on parle des États qui constituent l'Europe, on ne parle que des Européens qui vivent dans des structures étatiques. Et on ne parle pas des peuples qui n'ont pas de structure étatique, c'est-à-dire pas de structure territoriale. Et je pense en particulier aux Roms. Donc, tant qu'on n'aura pas compris qu'on ne peut construire l'Europe véritablement que si l'on dépasse les seules structures étatiques sans les renier, sans les rejeter, mais en comprenant qu'en réalité l'Europe c'est plus compliqué que la seule coalition de 25 ou 26 ou 27 aujourd'hui États, que c'est un ensemble d'États et de peuples, et qu'il y a des peuples qui n'existent pas sous forme territoriale et qui ont parfaitement le droit d'exister en tant que tels. Alors, ce n'est pas facile, parce que les gens vivent là où ils vivent et s'ils n'ont pas d'État, ils n'ont personne pour les défendre d'un point de vue étatique. Mais est-ce qu'on ne comprend pas quand même aujourd'hui à quel point il est nécessaire de dépasser les seules dimensions étatiques si l'on veut véritablement arriver à une cohésion globale? J'ai encore deux mots à dire. Le premier, c'est, je pense beaucoup, j'ai déjà évoqué, au peuple palestinien. Actuellement, le peuple palestinien, il est très difficile de discuter avec des Palestiniens parce que leur vision politique, c'est d'avoir un État. Et on sait à quel point il est difficile pour eux
d'avoir un État qui n'est qu'à moitié reconnu par l'ONU, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis avec le conflit que vous connaissez bien, sur lequel je ne veux pas insister, simplement prendre appui sur la réalité, qui est que la majorité des Palestiniens ne vivent pas, évidemment, à l'intérieur de l'État actuel d'Israël ou dans les territoires occupés, que la majorité d'entre eux vivent ailleurs. Beaucoup d'entre eux sont parqués autour de l'État d'Israël avec l'espoir d'un retour tout à fait hypothétique. Mais la réalité du peuple palestinien, c'est qu'en fait, il a une aspiration territoriale parfaitement légitime, mais il existe aussi en tant que peuple diasporique. C'est le fait actuel. Et par conséquent, ce serait une bonne chose que les Nations Unies sortent de la limitation de la charte actuelle qui ne reconnaît les peuples qu'au travers de leur existence territoriale et étatique et déclarent de façon solennelle que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes signifie que des peuples peuvent parfaitement exister sous forme territoriale ou sous forme diasporique, et que d'une certaine façon, un peuple n'existe de façon diasporique que quand il n'est pas territorialisé. Donc cette dualité existe, mais devrait être reconnue, parce que c'est une façon de permettre une évolution d'une situation qui ne peut demeurer conflictuelle, qui ne demeure conflictuelle que parce qu'elle est complètement vue sous l'angle étatique. Donc je pense que l'idée donc de reconnaître la dualité État-peuple va bien plus loin qu'une idée intellectuelle. Elle pourrait avoir une traduction politique dans le cadre mondial, en l'occurrence s'agissant du peuple palestinien. Et puis j'ai dit que je terminais sur deux points. Alors le deuxième point, c'est un peu une boutade, pas tout à fait, parce que je n'ai jamais vérifié la réalité des chiffres que je vais vous donner. J'ai entendu ça il y a 1 ou 2 ans, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, l'idée est tellement belle que je crois qu'il faut la dire pour conclure. C'est-à-dire en essayant toujours dans le même esprit de dire qu'il faut peut-être essayer de dépasser la notion d'État pour rejoindre quelque chose qui est d'ordre plus historique et culturel, c'est-à-dire les peuples, c'est-à-dire la capacité de dépasser pour des individus leur seule qualité de citoyen d'un État pour essayer d'aller un peu au-delà. Alors il existe pour les étudiants en Europe depuis quelques années de façon extrêmement positive le système Erasmus, qui permet donc à des étudiants, mais seulement à des étudiants, de circuler d'un pays à l'autre. Les 2 chiffres que je vais vous donner pour conclure sont les suivants. Il y a 2 ou 3 ans, les chiffres ont dû changer depuis lors. Il y avait 2 500 000 bourses Erasmus et 1 million de bébés Erasmus. Ce qui veut dire que si on se décidait à donner à tous les jeunes Européens une carte de circulation gratuite sur tous les transports européens, on ferait l'Europe. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour poser la 2e question. C'est la tradition, parce que le premier est toujours difficile à poser. La question que vous posez avait trait au passeur de culture. Et je me demandais si les cultures se passaient, se transmettaient. Il faut mettre le micro plus comme ça, parce que je n'entends pas bien. Comme un crooner, voilà. Oui, c'est mieux là. Non, comme ça. Non, comme ça, le micro vertical, là, c'est mieux. Voilà, oui. Sinon, 1, 2. Milieu plus faible. Tu as passé devant nous? Oui, ça marche. ça marche? J'ai très mauvaise oreille, pardon. Bon, alors, une femme. Bizarre, avec Hubert, ça marche.
C'est au sujet des passeurs de culture. Oui. Et je me demandais si une culture était plus à la fois identifiée, passée, et dans un cadre, disons, diasporique, ou dans un cadre situé géographiquement et étatique. Je l'ai un petit peu dit à la fin. Moi, je pense que bon, tout est possible. Je veux dire qu'il y a toutes les formes possibles. Il me semble que quand on parle d'une culture, c'est un ensemble flou. C'est-à-dire que c'est un ensemble c'est une représentation. On n'a pas de limite très précise. On a des limites assez précises pour un État, avec des citoyens. On sait qu'il y a 66 millions de Français, etc. Une culture, c'est très difficile à dire. Ce que sont les limites. Donc, on est vraiment dans des histoires de voisinage, avec des parentés possibles entre cultures. S'agissant des passeurs, je pense que leur rôle est essentiel et en même temps très délicat, parce que tout le problème, c'est d'éviter le repliement communautariste. C'est-à-dire que les passeurs d'une culture s'en sentent les possesseurs et excluent ceux qui n'en font pas partie. Alors qu'en réalité, la culture en tant que telle existe dans une représentation qui est très largement partagée. Quand on parle il y a un exemple très intéressant en France, si vous voulez, qui a été la tentative qu'avait faite Pierre Joxe au début du siècle, de faire passer une loi sur le peuple corse. Justement, on est exactement dans cette situation. Et la loi Joxe sur le statut d'un Corse commençait par un article 1er dans lequel la République reconnaissait l'existence historique et culturelle du peuple corse. Et le Conseil constitutionnel à l'époque a censuré l'article 1er qui était retoqué, donc qui ne fait plus partie de la loi Joxe, parce que le Conseil constitutionnel a complètement confondu l'idée du peuple corse en tant qu'entité dans un espace de représentation historique et culturelle, et les individus vivant éventuellement en Corse, ou ayant un père ou un grand-père corse, etc. Autrement dit, il a complètement confondu en disant nous ne voulons pas qu'il y ait deux catégories de Français, ceux qui peuvent être reconnus comme faisant partie d'un peuple particulier, et puis les autres. C'était absolument pas l'idée de la loi Joxe. La loi Joxe était dans un espace de représentation, et le Conseil constitutionnel l'a interprété dans un espace individuel. Donc, on peut comprendre cette position du Conseil constitutionnel. Elle est quand même extraordinairement réductrice. Si demain, je dis demain parce que c'est dans les mois à venir, la Nouvelle-Calédonie accepte un statut d'indépendance association, qui est, d'après ce qu'on dit, peut-être je n'ose pas dire le plus probable, mais le moins improbable. C'est à la fin de l'année 2017 que les accords de Matignon doivent conduire à une décision, un vote, un référendum en Nouvelle-Calédonie. Fin 2017 ou début 2018. Enfin, c'est maintenant, là, demain. Si la Nouvelle-Calédonie accepte de rester dans l'espace France, il faudra bien un moment ou un autre, quand même, reconnaître que les Kanaks et les Kadosh, c'est pas exactement comme les habitants de la Picardie. Dans l'outre-mer, il y a quelques années, un petit pas fait en avant. C'est-à-dire qu'on a accepté que les structures étatiques locales ne soient pas nécessairement exactement les mêmes que les structures de l'Hexagone. Quand Henri Emmanuelli, qui vient de mourir, avait essayé de faire passer ça au début de l'ère Mitterrand, il s'était fait absolument retoquer. Là oui aussi, parce que c'était pas possible. La France était une et indivisible. Elle n'est plus une et indivisible depuis 46. Elle a été une et indivisible en 1793. Mais la Constitution de 46
comme celle de 58, qui a repris mot pour mot la même définition de la République. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle n'est pas une et indivisible. Donc, la question des passeurs, c'est une question d'expression particulière d'une appartenance qui doit rester une appartenance susceptible d'être partagée comme un bien public susceptible d'être utilisé par tous. Et quand on parle du peuple arménien, ou quand on parle du peuple juif, ou quand on parle du peuple corse, ou quand on parle du peuple breton, quand on parle du peuple rom, ou quand on parle du peuple occitan, on ne veut pas obliger les gens à se concentrer sur un territoire, et même d'une certaine façon, la diaspora est une façon de développer la communication mondiale, c'est-à-dire la diversité, c'est-à-dire le partage de la diversité, c'est-à-dire l'enrichissement de tous. Et je crois qu'on a un bel exemple politique actuellement de tentative ô combien difficile de partage de la diversité dans le champ politique. On voit bien quelle réticence cela suggère, cela produit. C'est-à-dire que c'est particulièrement difficile. Donc ce sujet est très difficile. Ce que je souhaite pour ma part, c'est qu'on en prenne conscience et qu'on accepte d'en débattre, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Je voudrais vous poser à aller sur le terrain politique, puisque on vient de vivre là une période où des populismes ont eu la parole, et certains de ces populistes disent le peuple n'existe pas, n'est pas déterminé, ni par une histoire et des cultures, mais c'est une catégorie totalement construite par le politique. Et, Aujourd'hui, par le politique. C'est une catégorie, c'est le discours politique, les éléments qui sont triés dans l'histoire, etc., qui agrègent tout un peuple et qui, évidemment, par contre, exclut d'autres. Le peuple, donc, n'est pas une totalité, mais celui qui est englobé dans le discours populiste de certains. Il y a vous connaissez simplement Chantal Mouffe, c'est des personnes qui ont théorisé et pratiqué ces types de construction. Alors, qu'en pensez-vous de cette abstraction du peuple? Et également, vous n'avez pas du tout abordé le patriotisme. Comment vous l'insérez dans vos distinctions? Merci. Moi, personnellement, je me considère comme patriote. Bon, je suis né en 1936. J'ai appris la Marseillaise pendant la guerre, fenêtre fermée. Et quand j'entends la Marseillaise, je suis ému. Tout simplement, parce que c'est mon pays. Et donc, je n'ai pas besoin, pour être ému et pour reconnaître que c'est mon pays, je n'ai pas besoin de considérer qu'il est, je l'ai dit tout à l'heure, absolument sans peur et sans reproche, sans tâche négative. De ce point de vue, il y a eu récemment un humoriste sûrement d'origine maghrébine, qui a en plus pris l'accent pour le dire, ce que je ne saurais faire. Mais enfin, manifestement, il était issu d'Afrique du Nord et il a dit de façon un peu provocante, au moment où on voulait ressusciter le roman national. Vous savez, pas le précédent, mais l'antépénultième président de la République a essayé de faire remonter aux Gaulois. Un des candidats malheureux aux élections actuelles se contentait de Clovis. Et là, l'humoriste en question a dit avec un accent biennois, pas biennois, mais maghrébin,
mes ancêtres, ils ont arrêté les Arabes à Poitiers. Voilà. Alors, c'était très, très, très clair. Autrement dit, la France, c'est un pays merveilleux qui est dans une situation géographique exceptionnelle, climat tempéré, fantastique, des mers de tous les côtés, des montagnes. Quand j'étais petit, j'étais fier que le Mont Blanc soit le plus haut sommet d'Europe, etc., etc. Dans lesquels se sont rassemblés au fil de l'histoire de nombreux peuples qui sont heureux d'être venus dans ce pays, qui se sont mixés dans une histoire commune, qui est l'histoire de la France, c'est-à-dire dans sa multiplicité. La France est une république indivisible, et pas une et indivisible. Quand on dit que la France est une république indivisible, ça veut évidemment dire qu'elle est complexe. Parce que si elle n'était pas complexe, ça veut dire que on n'aurait pas besoin de dire cela. Je veux dire que du moment qu'on affirme qu'elle est indivisible, c'est évidemment qu'elle est divisible. Donc elle est complexe. Si on constatait simplement qu'elle est indivisible comme un atome, ça vaudrait pas le coup de le dire. Donc si la Constitution dit la France est un public indivisible, c'est bien parce qu'elle est divisible et qu'on ne veut pas la diviser. C'est-à-dire qu'on reconnaît sa complexité, c'est-à-dire le fait qu'elle est le fruit de multiplicité d'histoires et de cultures. Et c'est ça sa richesse. Donc je pense que derrière le mot populisme que vous évoquiez, il y a deux acceptions. Il y a l'acception qui n'est pas réservée qu'au Front National, qui est de dire le peuple, les gens, c'est vous qui devez tout faire. On ne croit pas du tout à tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, les élections, on ne dit pas des élections trahison, mais c'est des faits. On dit qu'on ne reconnaît pas le verdict des Français. On dit le président de la République actuelle, il a été élu par 24% seulement. C'est pas lui qui a inventé le système constitutionnel dans lequel nous vivons, où il y a plusieurs candidats possibles. Donc, quand il y a plusieurs candidats possibles, aucun des candidats ne peut avoir 50%. Il a quand même eu 66% au deuxième tour. Donc, je veux dire, il y a une mauvaise foi absolument extraordinaire dans le recours populiste peuple vu dans ce sens. Mais il y a une deuxième acception aussi, qui est justement le peuple français. Alors, nous, c'est le peuple français, le meilleur de toute la terre, et puis on ne reconnaît pas tous les autres. Enfin, nous sommes parfaits, il n'est pas question de porter la moindre critique à notre histoire. Toute cette critique, c'est une abomination, etc. C'est-à-dire un aveuglement complet sur la réalité de ce qu'est la France, de son histoire, que nous pouvons parfaitement assumer avec réalisme, avec fierté, avec aussi des critiques, parce que nous ne sommes pas bornés en disant nous sommes parfaits et puis les autres sont nuls. Donc ça, c'est la deuxième forme du populisme actuellement. Alors celle-là, j'ai pris un coup dans l'aile avec le résultat électoral, mais la première, celle que j'évoquais, c'est-à-dire les gens qui savent tout, qui ont le droit de tout faire, alors que tous les politiques, tout ce qui a été fait, l'élection, tout ça, ça compte pas. On va aller dans la rue si c'est nécessaire. Ça, c'est une autre forme de populisme qui est, à mon avis, qui reste extrêmement inquiétante. Pardon d'avoir dit, vous m'avez demandé de donner mon avis, je donne mon avis, je ne demande évidemment pas. J'espère vous avoir intéressé par mon discours sur peuple et État. Là, c'est une opinion personnelle qu'évidemment, je reconnais en tant que telle, et je déclare quoi, en tant que telle comme personnelle. Oui, deux petites choses. Parler du peuple, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de polysémie dans ce mot qui fait que le débat est clos, quelque part, entre ceux qui le confisquent au nom d'un peuple qui serait pensé, qu'on connaîtrait, dont on tient les représentations et qu'on conditionne en même temps. Enfin, c'est le peuple politique, un petit peu. Et puis, le peuple qui charrie des représentations quasi philosophiques, culturelles. Moi je dis toujours, je voyage avec les fantômes, ce qui... Voilà, donc, parce que c'est mon tempérament, j'en ai une flopée derrière, qui soit culturel, familiaux, etc.
Et en plus, cette représentation de voyager avec ces fantômes, ce que tu pourrais appeler l'art, enfin, je sais pas, ça donne des configurations différentes à des moments différents. Je peux prendre un exemple très précis, c'est l'Europe. On est en paix. Moi, j'ai le sentiment, des fois, dans l'intensité de ce que je vis, d'être plus européenne que française. Je le sens très fort. Et je sens très fort que je suis européenne avec, par exemple, des Russes, avec une culture de Tchekhov, de Tolstoï, des philosophes. Je borne pas mon Europe, hein, et je suis européenne. Donc, il me semble qu'il y a là-dedans. Alors, il y a les Italiens, les auteurs italiens. Je pense à Umberto Eco, je pense à Elie De Luca, pour qui un peuple, c'est la langue. Ils le disent. Et la ligne, hein, c'est vraiment écrit partout. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui est peut-être une vertu, finalement? C'est une polysémie à accepter plutôt que de définir. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire, plutôt que d'enfermer comme ça des gens dans des représentations. Mais il n'y a pas que le territoire, il y a toute peut-être, quoi. Hein, et là-dedans, il y a des choses qui se passent, et de l'affect et tout ça. Et c'est vrai que dans le cadre des communautés que tu disais, on peut se sentir très communautariste par rapport. Moi, ma communauté, c'est l'Europe. Enfin, et une Europe élargie, d'une certaine façon, parce que culturelle. Alors, est-ce que finalement, je sais pas, cette polysémie, je la sens pas bien, si tu veux, par rapport à l'objectif tel que je le sens, que tu te donnes de clarification. J'ai du mal parce que c'est sans doute parce que je suis trop confuse dans ma tête, hein, mais j'ai un peu de mal. Oui, mais justement, c'est très important ce que tu dis là, mais d'abord, j'ai bien dit que, je ne l'ai peut-être pas dit de façon explicite, enfin, c'est clair que le mot peuple est polysémique. Bon, ça, c'est tout à fait clair. J'ai bien dit dès le début de mon intervention que j'essayais de parler des peuples, c'est-à-dire un peuple, en prenant l'article 1, pas le peuple, un peuple, des peuples, c'est-à-dire des formes historiques et culturelles de collectivités humaines qui s'enracinent dans un passé souvent très ancien. Bon. Au moment où Robert Laffont s'est beaucoup exprimé en Occitanie sur l'existence de l'Occitanie en tant qu'élément fondamental de culture et de peuple, il parlait bien de l'enracinement culturel, très fondamentalement. Autrement dit, la déclaration de la Charte des Nations Unies, elle utilise le mot peuple. Donc il y est, il n'est pas défini. Mais elle l'utilise de façon très forte, puisqu'elle parle quand même du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Tout le monde parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et en réalité, on ne parle pas. On parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais on ne leur donne pas le droit d'exister. Parce que précisément, on pense qu'un peuple, en général, toutes les structures, disons, étatiques, pensent qu'un peuple n'a le droit d'exister qu'au travers de sa territorialisation. Et ce n'est pas la réalité. Quand tu dis que tu te sens européenne, c'est pas territorialisé. Tu vis dans un espace particulier qui est la France. Et puis, il y a des Corses qui ont envie quand même qu'on reconnaisse. Alors, certains me disent, mais il n'y a pas de littérature corse. C'est tout à fait vrai. Mais le peuple corse existe parce qu'il peut exister. Je veux dire, on ne peut pas se mettre à la place d'un peuple en disant, vous n'avez pas le droit d'exister. Donc, il y a une réalité historique et culturelle dont il faut se méfier si elle conduit à des repliements territoriaux des peuples. Bon, je parle devant mon amie Nina, qui sait très très bien, Nina Segura, elle sait très bien que la Catalogne est passée à côté du risque d'un enfermement catalan à un moment donné, parce qu'elle récusait l'emprise de l'État espagnol sur la Catalogne beaucoup trop fort.
mais avec le risque d'exclure de la Catalogne ceux qui ne parlaient pas catalan, ce qui devient une véritable catastrophe. Il y a eu un mot d'ordre dans l'Occitanie, que je dirais pas en Occident parce que je ne parle pas l'Occitan, et qui était « nous voulons vivre dans le pays ». Alors on peut comprendre cette aspiration à vouloir vivre dans le pays. Ici, ça va jusqu'à dire on ne peut vivre que dans le pays. On perd complètement par rapport à la richesse de la communication avec les autres. Autrement dit, ce mot peuple, dans le sens d'une représentation, parmi les éléments de la polysémie, ce mot peuple dans le sens d'une représentation historique et culturelle, il faut le manier avec une énorme précaution et surtout pas le transformer en une collection de passeurs. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur le fait que les passeurs jouent un rôle essentiel, à condition qu'ils acceptent de ne pas être les possesseurs d'une culture. Alors, il y a des analogies avec les langues, et des mots un peu curieux. Par exemple, quand on parle une langue, on dit qu'on la possède. C'est très bizarre. On ne la possède pas du tout. On est le bénéficiaire, mais on n'en est pas le possesseur. Les langues sont évidemment un bien public universel. Et moi, j'ai une histoire personnelle qui est une histoire familiale qui est derrière moi. Je suis personnellement, quand je parle de moi, j'ai changé mon langage depuis des années. Quand j'ai pris conscience du fait que je n'avais pas envie de m'enfermer dans une catégorie particulière. Donc quand je parle de moi, je ne dis pas je suis un juif. Je dis je suis de filiation juive. Parce qu'il se trouve que mes parents, mes grands-parents, etc., relevaient de la judéité. Donc la réalité de ce que je suis, c'est que je suis de filiation juive. Mais je suis né en France. Je suis français, ma langue est le français, ma culture est française. Je peux parler de Charles Martel, pas jusqu'à aller dire qu'il a interdit l'entrée des Arabes à Poitiers, mais je veux dire que j'ai tout entendu, hein, je sais tout. Et Marat, à Bois-Auvergne, ce sont les ennemis, et puis Jeanne d'Arc, et puis Clovis et le vase de Soissons, tout ce que vous voudrez. Donc j'ai cette culture-là, mais en même temps, j'ai une réalité personnelle qui est multiple. Et je crois que c'est la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Et je me sens très profondément européen, tout en étant européen au sens je dirais, d'un engagement politique et culturel, parce qu'il me semble que très précisément, il s'est passé quelque chose de pas complètement satisfaisant, puisqu'il y a eu les guerres au centre de l'Europe il n'y a pas si longtemps que cela. Mais dans ce pays, quand même, on est bien obligé de reconnaître que on n'est plus en guerre depuis un certain temps. Je veux dire, en guerre ouverte avec les voisins. Je veux dire que moi, quand j'étais petit, quand même, les Allemands, on les appelait les Boches. Et puis les Italiens, ils étaient aussi alliés avec les Allemands, et puis etc. Enfin, tout ça, c'est complètement fini. On a presque ce temps-là est révolu, presque oublié. Certains ont presque oublié. Donc l'engagement pour l'Europe, c'est un engagement pour une évolution que nous avons vécue absolument fabuleuse, qui fait qu'on est passé d'un état de guerre interétatique à un état de paix, pas complet, il reste des tensions. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si l'on veut aller encore un peu plus loin, si on veut, par exemple, je l'ai évoqué à propos d'outre-mer, dire que ces régions d'outre-mer qui sont maintenant appelées de façon un peu curieuse par l'Union européenne, des régions ultra-périphériques, pas seulement périphériques, mais ultra-périphériques. Si on veut considérer qu'elles sont de l'espace France, mais aussi de l'espace européen, il faut bien admettre quand même que l'histoire de ces régions lointaines, par rapport à l'Hexagone ou par rapport au continent européen, cette histoire, c'est pas exactement la même que celle de tous ceux qui vivent dans l'Hexagone. Donc il y a un effort de prise en compte de la réalité des différences et de la capacité de s'intéresser à ces différences comme éléments d'enrichissement. Et nous avons la chance d'avoir des gens comme Aimé Césaire, qui sont des poètes absolument extraordinaires, qui ont vécu dans l'espace France, qui ont écrit en français, etc., mais qui ont une culture qui n'est pas exactement la même que la culture bretonne ou la culture occitane, et heureusement. Et c'est ça la chance fantastique. Et c'est ça la chance que nous pourrions avoir en Europe si nous décidions à conserver les structures étatiques,
mais à ne pas considérer qu'elles sont les seules à pouvoir construire l'Europe, et même très profondément, pour qu'on aille dans le sens que tu disais, à condition qu'on les affaiblisse un peu, pour qu'on puisse reconnaître qu'il y ait d'autres façons d'exister ensemble et d'interagir. Alors, un des thèmes que moi je développe actuellement dans un cadre un petit peu différent de la revue diasporique que je dirige, c'est le thème de l'interconvictionnalité. Alors, c'est pas un très joli mot parce que c'est un néologisme, pas un mot français, bon, mais on comprend quand même. Conviction, cohabitation de convictions différentes, refus de vouloir convaincre celui qui n'a pas la même conviction que vous, c'est-à-dire acceptation de la différence, mais tentative de faire coexister des convictions différentes pour voir jusqu'où on peut aller trop loin dans le faire ensemble. Alors c'est très intéressant parce que on entend tous en ce moment des discours politiques et je suis frappé par le fait que les commentateurs politiques et les politiques ils n'ont pas ce mot, ils n'ont pas cette capacité d'expression, alors qu'en réalité ils essaient de faire de l'interconviction. Alors on nous dit c'est pas possible que la gauche et la droite travaillent ensemble. Ils veulent se confondre, ils se confondent pas. Mais personne ne dit ça. Il y a des convictions de gauche et des convictions de droite au plan politique. Personne ne demande que la droite l'emporte sur la gauche ou que la gauche l'emporte sur la droite dans la tentative de faire en sorte que les uns et les autres coexistent et travaillent ensemble. Il ne s'agit pas de convaincre les autres qu'ils ont tort et que les uns ont raison et vice versa. Il s'agit juste de voir dans quelle mesure il est possible de conserver des convictions, de respecter les convictions des autres et de faire en sorte que, au travers de ce respect mutuel, on arrive quand même à travailler ensemble. Interconvictionnalité. Et ce mot, si vous écoutez certains discours actuellement, ayez ce mot en tête et dites-vous comme moi, mais s'ils avaient le mot interconvictionnalité, ils arriveraient à parler différemment. Donc je pense que, et c'est en fait, il est un petit peu différent de la notion de diversité des peuples, mais pas complètement. Si on y réfléchit bien, la démocratie c'est un drôle de truc. On accepte, sauf certains politiques actuels, justement auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, et pas seulement ceux qui ont été exclus par leur le Front National, pas forcément le Front National. Certains politiques sont actuellement dans l'incapacité d'exprimer cette capacité de coopération au travers justement du respect mutuel, qui est l'essence de la démocratie. Parce que la démocratie politique, ça veut bien dire quand même que quand il y a une majorité dans un pays qui s'est exprimée au travers de cet outil un peu rudimentaire, mais quand même bien utile, qui est le vote, ça veut dire que quand il y a 51% des gens qui sont majoritaires, ben les 49%, ils vont accepter pendant quelques années, en grinçant des dents, ils vont quand même accepter que ce soit les 51% qui décident. Bizarre. Ça veut bien dire qu'il y a des convictions différentes et qu'il y a interconvictionnalité de fait. Autrement dit, je pense que de réfléchir à la façon du vivre ensemble, dans le respect des cultures différentes, dans le refus de l'enfermement communautariste, dans le désir d'essayer de mieux comprendre l'autre sans vouloir le ramener à ce qu'on pense soi-même, simplement le respecter, mais aussi s'enrichir de ce qu'il peut vous apporter par ses propres réflexions, je crois que c'est une voie d'avenir importante et qui est très complémentaire de la notion d'État. Donc, vive l'Europe nation. Pouvez-vous justement repréciser la différence entre État et nation? Quelle est la différence? Oui, quelle est la différence? Ben justement, je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que État-nation, ça revient à faire prendre conscience, ça peut être interprété comme permettant de
prendre conscience du fait qu'un État, c'est pas seulement dans l'espace des corps, qu'il y a autre chose. C'est-à-dire qu'il a une âme. C'est pour ça que je citais Valmy et les soldats de Vandeuve qui montaient à l'assaut du moulin en disant « Vive la nation ». C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'était pas seulement la République, pas seulement l'organisation politique, mais aussi quelque chose de plus. Et je pense que le mot nation, lui aussi, il est polysémique. Hein. Parce que derrière le mot nation, il y a le nationalisme, qui est une forme exacerbée de communautarisme. Hein, c'est le même genre de choses. Ça pense à des chaînes collectives, mais c'est aussi abominable que le communautarisme, c'est-à-dire l'enfermement. Mais le mot nation, non. Le mot communauté, c'est un mot noble. Le mot nation, c'est un mot noble. Et État-nation, c'est justement cette ouverture implicite, parce que ça n'a jamais été explicité, mais c'est l'ouverture implicite sur les dimensions qui ne sont pas seulement les dimensions d'organisation étatique, pas seulement les dimensions régaliennes, mais aussi tout ce qui fait la multiplicité des cultures qui a constitué au fil du temps la constitution d'une nation, d'un État-nation. Plus près, plus près. Plus près. Celui-là. Vas-y, vas-y. Oui. Ah, pardon. Plus près. Plus près. Je vais manger. Non, mais je vous en prie, on va le monsieur après. Oui. Je repensais à ce que vous aviez dit à propos de l'âme, tout à fait au début et après dans le titre de la conférence. Et je pense évidemment que les fantômes de Marie-Jo sont une partie de l'âme. Absolument. Elle l'a dit elle-même d'ailleurs. Je voudrais, à ce moment-là, lorsque vous avez commencé à parler de l'âme, je me dis où commence et où s'arrête la production littéraire des gens qui ont marqué leur époque et qui continuent à marquer les esprits des populations. Alors, pour être très concret, je dirais, prenons un exemple français, peut-être même pas le plus célèbre, Flaubert, et de notre côté, Platon. Alors, comment s'étirent les âmes de Flaubert et de Platon? Et est-ce qu'on peut dire que l'âme de Platon, eh bien, quand quelqu'un est vraiment bien au courant de ce qu'il a lu, devient son âme à lui aussi? Je crois que vous avez donné la réponse en même temps qu'en posant la question, c'est-à-dire que je crois que tout ce qui se passe en termes relationnels, à commencer bien sûr par la littérature, la littérature, les arts, la connaissance scientifique, etc., tout ça fait partie de ce réseau, de cet enchevêtrement de réseaux de communication qui fait que nous n'existons en tant que corps-esprit que de façon incomplète et que nous n'existons véritablement en tant qu'élément de la communauté humaine, de la collectivité humaine, qu'au travers de ce que nous recevons des autres et de ce que les autres construisent progressivement entre eux, et le cas échéant, parlons de nous. De ce point de vue, ce qui est la littérature, ça c'est une extension que j'ai évoquée dans mon livre. Je pense que dans la fameuse phrase qu'on a tous répétée, petits élèves du fameux poème de Lamartine, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? On est exactement dans cette situation. C'est-à-dire que Lamartine n'a sûrement pas pensé à ça quand il écrivait, sûrement pas pensé à mon livre quand il écrivait cette phrase, mais il a parlé des objets inanimés. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Alors évidemment, un objet inanimé n'a pas d'âme, mais un fœtus, quand il a quelques heures d'existence, il n'a pas non plus de conscience qui lui permet de prendre conscience du fait qu'il a déjà une âme, puisque ses parents
pense à lui, en tout cas s'il y a un projet parental. Et d'une certaine façon, l'embryon d'âme peut exister de ce point de vue avant même l'embryon de corps, puisque s'il y a un projet parental, c'est qu'il y a déjà une âme virtuelle en quelque sorte. Donc, un objet inanimé n'a pas d'âme en soi, mais il y a une projection qui fait qu'il peut être intégré comme un élément de l'âme personnelle et d'un élément de communication entre nous au travers de la réalité de cet objet. Un exemple que je prends dans mon livre, c'est prenez un papier sur lequel il y a des signes bizarres, il y a des petits ronds avec des petits traits, avec des lignes, vous savez pas ce que c'est, puis vous avez un musicien qui se penche sur votre épaule et qui reconnaît une sonate de Mozart. Cet objet inanimé, ben, il a une âme, parce qu'il est là en représentation de ce que Mozart nous a apporté. Donc je pense que le concept d'âme tel que je le conçois est un concept, comme vous voyez, qui est totalement matériel. Il respecte parfaitement le fait que certains d'entre nous peuvent avoir une représentation transcendante de l'âme, mais quitte à ce que vous changiez le mot, parce que le mot ne vous plaît pas, parce que justement il peut faire confusion avec la représentation transcendantale, c'est un mot qui représente quelque chose de très, très fort dans la construction de ce que nous sommes, par la multiplicité des échanges qui font que nous sommes ce que nous sommes et que nous sommes en permanence en termes de projet de ce que nous voulons devenir. Donc nous sommes en relation, que nous le veuillons ou non, nous sommes en relation avec les autres. Et l'une des formes les plus fortes, je dirais, de ce constat, c'est que, pour le cas de façon familière, nous pouvons nous suicider si à un moment donné, le poids de la vie nous paraît tellement lourd que nous ne pouvons plus la supporter. On ne peut pas suicider son âme. Oui, comme vous le savez, je suis pas d'origine française, mais danoise. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à maintenant. Et je suis en France depuis maintenant plus de 30 ans. Et j'ai eu la chance d'être recruté comme chercheur à l'INSERM. Et je suis marié avec une Française. Elle est catholique, et moi je suis protestant. On a bien sûr quelques discussions, mais je n'essaie pas de la convaincre. Mais je suis resté danois, et en fait, jusqu'à très récemment, c'était pas possible pour un Danois d'avoir la nationalité française, sauf si on disait je suis plus danois. Mais ça a été changé il y a 2 ans. Heureusement. Je voulais changer, je voulais prendre la nationalité française pour pouvoir voter aux élections, mais malgré, j'ai pas réussi ça, parce que ça prend tellement longtemps d'avoir la nationalité française, pour plusieurs raisons. Mais bon, les élections sont même pas trop mal passées, selon moi. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous pensez qu'un jour, on va réussir à écrire une histoire d'Europe? C'est-à-dire que sans que les Français semblent comme ils vainquent les Allemands, etc., etc. Moi, ça me paraît évident que ça va se faire. Il y a une difficulté quand même au niveau européen, qui est la question de la langue, puisqu'il y a une multiplicité de langues. Et donc, il y a une question de traduction qui se pose, parce que pour écrire une histoire, il faut quand même on peut la traduire dans de multiples langues. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose que quand on peut communiquer directement. Donc, il y a une certaine difficulté, mais cela n'empêche sûrement pas qu'il y ait un travail d'historien qui aille tout à fait dans ce sens. Alors, à ce propos, je voudrais juste évoquer 2 choses. Moi, j'ai personnellement
apprécié. Je trouve que c'était un geste sympathique que le président Juncker ait décidé de parler français au lieu de parler anglais dans les instances européennes. Je trouvais que c'était sympathique. J'aurais pu parler une autre langue, mais je veux dire que c'est quand même assez paradoxal que nos amis britanniques quittent l'Union européenne et qu'on continue à utiliser l'anglais. Je dirais que c'est pas l'anglais de Shakespeare dans les couloirs. C'est vrai qu'on va continuer à parler anglais. C'est absolument impossible qu'on se passe de ce moyen de communication, justement parce qu'il est largement partagé. Il y a deux hypothèses alternatives qui seraient intéressantes aussi, mais je n'y crois pas trop. Mais il y a une que j'ai beaucoup défendue, sans moins de succès, mais je l'évoque quand même, mais elle est difficile parce qu'elle ne concerne pas l'ensemble de l'Europe. Et je pense que ce serait déjà bien si on nous apprenait à l'école à comprendre les langues latines, à comprendre, pas les parler, mais à les comprendre. Parce que ce serait déjà une bonne part de l'Europe, du Sud, disons, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Roumains, qui se comprendraient simplement en parlant leur langue dans des réunions, parce qu'on aurait appris à comprendre les langues latines. Mais c'est un peu artificiel, puisque vous ne comprendrez pas les langues nordiques. Et puis il y a l'autre hypothèse qui ressurgit de temps en temps, qui est une hypothèse un peu farfelue, parce que je ne crois pas qu'elle soit réaliste, mais qui est sympathique au point de vue des idées, qui est l'espéranto. Quand même, l'espéranto a été fabriqué de façon tout à fait remarquable, comme une langue qui est, elle, capable d'être comprise par tous les Européens. Mais en dehors de ces deux exemples un peu extrêmes de réflexion, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'il faut construire une histoire européenne. Mais la meilleure façon, peut-être la seule façon vraiment de construire une histoire européenne, c'est de la faire épouser par les jeunes. C'est pour ça que je disais que l'une des idées que moi, personnellement, je continue à défendre, c'est l'idée de la carte de circulation offerte à tous les jeunes Européens. Et pourquoi cette idée pourrait-elle marcher? Tout simplement pour une raison que personne n'évoque parce qu'elle est trop simple. On a fait beaucoup de progrès en biologie moléculaire quand on s'est rendu compte que la géométrie des molécules joue un rôle important et que ça pouvait être à la base d'une explication de beaucoup de relations et de complémentarité à l'échelle moléculaire. L'Europe a une caractéristique dont personne ne parle. Personne. C'est un continent tout petit, géographiquement. Tout petit. On peut aller et revenir d'une ville à l'autre de l'Europe dans la journée. C'est impossible dans les États-Unis d'Amérique, c'est impossible en Chine, c'est impossible dans ce qui a été l'Empire soviétique, dans la Russie, etc., parce que les distances sont très grandes. L'Europe, c'est tout petit, c'est un peu l'équivalent de la Hollande. On sort d'une ville par l'autoroute, 5 minutes plus tard, on est dans une autre ville. L'Europe, c'est presque ça, à condition que la circulation soit encouragée par la gratuité. Et le jour où on se décidera à rendre les communications nulles au point de vue du coût pour les jeunes se débrouilleront pour constituer l'Europe. Donc à ce moment-là, ils écriront l'histoire de l'Europe parce qu'ils l'auront vécu autrement, qu'ils apprendront à se comprendre, qu'ils apprendront à se parler, même si les langues sont différentes, et puis ils apprendront à dire « je t'aime » dans une multiplicité de langues, et ça se passera très bien. Moi, j'ai eu une petite expérience amusante avant-hier, en revenant d'Auvergne, non pas par un « je t'aime », mais par un autre mot. J'étais dans ma voiture, je descends, je me suis arrêté dans une station-service, à côté de moi, une voiture s'arrête, et le type gentiment qui descend de sa voiture avec sa famille me dit « Hello ». Alors je lui dis « Where do you come from ?» Il me dit « de Finlande ». Et à ce moment-là m'est revenu le fait que je savais dire « Hyvää huomenta », c'est-à-dire « bonjour » en finnois. La famille était absolument stupéfaite. Et tous les Français parlent le finnois, manifestement. Et donc, je veux dire que un tout petit geste comme ça crée un lien
moi j'étais heureux d'avoir fait plaisir, et eux, je suis sûr qu'ils ont été heureux d'avoir entendu dire Uva-Wamenta. Autrement dit, les contacts interhumains sont fondamentaux, et je pense que si on voulait construire l'Europe vraiment, il faudrait que les jeunes puissent circuler et qu'ils puissent se dire je t'aime dans toutes les langues de l'Europe, ils arriveront à le dire. Paul, tu veux dire quelque chose? Je ne sais pas si j'ai bien compris ou si j'ai été avancé. La notion de peuple. On devrait pouvoir dire le peuple des scientifiques. On devrait pouvoir dire le peuple des musiciens. On devrait pouvoir dire le peuple parce que c'est un ensemble de gens qui ont en commun quelque chose qui est essentiel. Et finalement, la question est, chacun d'entre nous appartient de facto, peut appartenir à plusieurs peuples, au sens que je viens de dire. Et au-delà, la question qui se pose, et elle recoupe un petit peu ce que disait Marie-Jo tout à l'heure, c'est que il est plus intéressant d'appartenir à certains peuples qu'à d'appartenir à d'autres peuples. Alors, je crois que il faut peut-être faire une distinction entre une culture et un fait de culture. Dans mon livre, il y a un chapitre qui est consacré à cela. Je crois que c'est difficile de dire qu'il y a un peuple scientifique. Il y a un fait culturel qui est la science, et il y a des passeurs de la science. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire qu'il y a une culture et un peuple scientifique? J'en doute un peu. J'en doute un peu. Je pense quand même que dans la notion de peuple, au-delà de la difficulté polysémique, il y a quand même un élément absolument essentiel qui était bien explicité dans la loi Joxe. La France, la République, reconnaît l'existence historique et culturelle du peuple corse, pas seulement l'existence culturelle. Donc il y a le concept d'enracinement dans un passé lointain et qui constitue une base essentielle, je dirais, de la notion de peuple. Les peuples que j'ai évoqués, le peuple arménien, le peuple juif, le peuple rom, le peuple occitan, le peuple breton, le peuple corse, ils ont une histoire avant d'avoir une culture au sens d'une production ou même d'une langue. Et donc je pense qu'il ne faut pas pousser trop loin quand même l'utilisation du mot peuple. Il n'a pas vocation à reprendre tous les problèmes d'échange qui peuvent exister dans l'humanité. Alors, quant à la hiérarchie entre les valeurs, c'est encore un autre problème qui rejoint ce que nous appelons, que nous pouvons appeler en France laïcité, au sens que moi j'essaie de donner à ce mot et qui commence à émerger un peu, puisque la Ligue de l'enseignement vient de reprendre dans un texte qu'ils sont en train de préparer de façon assez précise. Pour moi, la laïcité, c'est fondamentalement la reconnaissance des apports de l'altérité. Et je crois que si on veut donner une définition précise de la laïcité, moi j'essaie de dire que c'est un principe de reconnaissance, pour autant qu'elle soit réciproque, de l'égale dignité des cultures. Mais quand on dit un principe de reconnaissance de l'égalité des cultures, ça ne veut pas dire, il n'y a pas d'exception, ça ne veut pas dire qu'on se laisse enfermer et qu'on figure que les cultures machistes sont les mêmes choses que les cultures non machistes, que les cultures violentes sont les mêmes choses. C'est simplement le fait de partir du principe de l'égale dignité, puis après on peut faire marche arrière quand on n'est pas d'accord avec certaines pratiques ou certaines modalités culturelles. Et je crois qu'il est important quand même de reconnaître a priori que personne ne possède la vérité. La vérité, c'est une
une entité qui peut avoir un petit peu un sens au niveau scientifique. Par exemple, je crois qu'il est vrai que la Terre est plutôt à peu près sphérique. Je ne crois pas que ce soit qu'on puisse dire que c'est une représentation. Je crois que c'est vrai, donc c'est la vérité. Mais quand on entre dans les aspects les plus profonds de la connaissance scientifique, bon, Bernard d'Espagna parlait du réel voilé. Je veux dire qu'on n'arrive jamais tout à fait. On a des représentations. On n'a pas on ne peut pas véritablement parler d'une vérité. Donc je pense que il est important de prendre une certaine distance par rapport au jugement de valeur qu'on peut émettre, reconnaître qu'il y a une multiplicité de façons de se représenter la vie, l'espace, le monde, la connaissance, la matière, etc. Et que personne n'a la solution de l'énigme fondamentale de pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. Donc il faut garder un peu de distance par rapport à des jugements de valeur. Mais ça n'interdit absolument pas, à titre personnel, d'avoir des jugements de valeur et de considérer qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres, oui. Que le bien et le mal n'est pas exactement vu de la même façon par les uns et par les autres. Mais ça n'empêche que nous pouvons rejeter ensemble Daesh. Je crois qu'il faut peut-être qu'on laisse nos amis maintenant se reposer après cet échange pardon. Oui, vous avez souligné effectivement l'importance des cultures, au sens où vous les avez définies. Mais outre qu'à niveau de la nation, des cultures, je pense que parmi les Français, il y a des Français qui ne se revendiquent pas d'une culture, je dirais, particulière, telle Occitane, Bretagne, Alsacien, etc. Il y a des Français qui se revendiquent d'aucune culture particulière, sauf peut-être l'appartenance justement à cette nation française, et que la tendance actuelle peut-être de se focaliser sur ces cultures, que je vais appeler régionales, peut-être de manière un peu abusive, pourrait aboutir au fait que finalement l'Europe se construirait plus facilement sur la base de culture régionale, c'est-à-dire on peut imaginer qu'effectivement un Basque se reconnaîtrait peut-être plus européen en négligeant la part française, comme les Catalans, comme les Occitans, et on pourrait imaginer une Europe que moi je ne souhaite pas personnellement, mais une Europe de ces cultures, bretonnes, etc., qui serait supranationale, en fait, qui aussi quitterait complètement les États. Je crois que la Belgique trouverait une solution par cette organisation, puisque les Flamands et les Wallons envisageraient éventuellement une appartenance à l'Europe en supprimant la notion de Belgique. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance? Oui, je pense que je crois qu'il faut pas aller trop loin. C'est-à-dire que moi j'ai dit explicitement à plusieurs reprises, la représentation de l'Europe ne supprime absolument pas les États. Et je pense qu'il y aurait un risque important de supprimer les États qui font partie très fondamentalement de notre histoire et qui sont des États de droit, qui ont apporté beaucoup en tant que tels et qui continuent d'être gestionnaires fondamentaux des collectivités humaines. Donc, il ne s'agit pas du tout de supprimer les États, ce serait tout à fait artificiel, et de leur substituer en quelque sorte une collection de régions, parce que si on faisait cela, eh bien on aurait peut-être pire, dans la mesure où il y aurait des repliements de nature communautariste, des nationalismes régionaux, au lieu d'avoir un nationalisme national. Ce serait pas beaucoup mieux. Non, je dis simplement que la citoyenneté, c'est une chose, la multiplicité culturelle, c'en est une autre, et qu'il ne faut pas imaginer les mêmes types de structures pour les représentations
culturelles et les représentations citoyennes. Bon, si je voulais que j'aille un tout petit peu plus loin, actuellement, le président de la République a dit qu'il voulait réduire le nombre des députés. Alors, ça pas pour la législative actuelle, mais au cours de son mandat. Moi, j'ai une idée en tête à ce propos. Alors, je l'explique très rapidement, avec des chiffres, parce que c'est pas les bons chiffres et c'est pas la bonne idée non plus, mais c'est juste pour faciliter le langage. Imaginons que l'Assemblée nationale comporte non pas 577 députés, mais disons par exemple 360. Je trouve que ça pourrait être intéressant, c'est juste pour aller dans le sens. Encore une fois, c'est pas un projet très précis. Je suis pas le président de la République. Imaginons qu'il y en ait 180 qui soient élus par les modes habituels, c'est-à-dire sur la dimension politique. Parce que elles ont leur valeur, leur légitimité, etc. Mais on sait en même temps qu'un certain nombre de nos concitoyens ne se sentent pas vraiment concernés par les partis politiques, en tout cas ceux qui existaient jusqu'à présent. Mais moi, je suis pas pour les rayer de la carte. Les partis politiques contribuent à l'expression du suffrage. Les partis et groupements politiques contribuent à l'expression du suffrage. C'est une des dispositions de l'actuelle Constitution. Qu'incidemment, le président de la République a l'air de vouloir appliquer. Il est le premier depuis bien longtemps à vouloir appliquer la Constitution. Je souligne au passage quand même. C'est quand même intéressant qu'il veuille présider et pas gouverner, alors que la Constitution dispose explicitement que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. C'est écrit dans la Constitution. Le président de la République, il a des fonctions extrêmement importantes, et c'est quand même le gouvernement qui est sous le contrôle du Parlement, qui détermine et conduit la politique de la nation. Pas qui conduit, qui détermine. Donc je pense que l'actuel président a l'air de vouloir aller dans ce sens, et je trouve que c'est, du point de vue institutionnel, une excellente position. Donc je reviens à ma composition de l'Assemblée nationale, 180 députés qui seraient élus sur une base politique, ce qui veut dire qu'on aurait 60 députés FN, si on allait jusqu'à la proportionnelle, mais 60 sur 360. Pas un tiers. Et puis, 3 autres composantes, de 60, 60, 60, une composante territoriale, une composante socio-économique et une composante culturelle. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, aurait 4 bulletins de vote. Et on élirait un politique, un régional, un socio-économique et un culturel. Et je pense que ce serait une façon de trouver une représentation qui corresponde plus à ce que ressentent aujourd'hui nos concitoyens quand ils se détachent de la politique parce qu'ils ne veulent pas entrer uniquement dans le jeu des partis politiques traditionnels. Alors, c'est simplement pour dire que il faut essayer d'abord, moi je dis pas que c'est la bonne idée, hein. Je dis simplement qu'il faudrait essayer d'arriver à quelque chose qui soit un mixte, un mélange entre les formes traditionnelles d'expression politique et des formes un peu élaborées qui tiennent plus compte de la réalité de ce que ressentent les gens, et qui est quand même quelque chose de très important. Voilà. Mais c'est une piste, pas plus. Pour aller faire une variante de ce que tu viens de dire, on pourrait imaginer que on ait ces 4 lectures, ces 4 lectures, et que chacun puisse choisir de s'exprimer dans l'une de ces lectures. Parce que finalement, comme tu le disais, beaucoup de gens ne trouvent pas d'intérêt dans telle ou telle lecture, mais un intérêt très fort pour une lecture particulière. Oui, mais ça, c'est parfaitement compatible avec ce que je dis, c'est-à-dire que si chacun de nous aurait 4 bulletins de vote, on peut s'abstenir sur 2 des bulletins et ne peut pas l'utiliser. L'autre solution est possible. Non, mais je dis pas que c'est la bonne solution. Je dis simplement que ça, c'est une solution pragmatique possible. Mais fondamentalement, plus fondamentalement que ça, je pense qu'il faut prendre conscience du fait que la citoyenneté s'exprime au niveau des droits et des devoirs individuels.
et que les appartenances culturelles sont de nature collective et que par conséquent, elles ne peuvent pas s'exprimer exactement de la même façon. Et quand j'évoquais le quatrième quart culturel, ça veut dire qu'il s'exprimerait au travers d'élections de membres d'associations, pas une élection directe culturelle, mais au travers de structures associatives exprimant des faits culturels ou linguistiques, etc. Donc, je veux dire qu'il faut s'habituer à l'idée que les collectivités humaines, c'est pas seulement des collections d'individus, c'est pas seulement des États qui rassemblent des individus, c'est aussi des collections d'histoires individuelles et collectives qu'on appelle très précisément les peuples, avec leur culture au pluriel et leur langue au pluriel. Et que c'est pas facile, je le reconnais très volontiers, ce n'est pas du tout facile à organiser, mais à partir du moment où on a commencé à se poser la question de savoir comment on peut l'organiser, c'est déjà mieux que de ne pas se poser la question et de ne vivre qu'au travers d'une représentation strictement étatique qui conduit inévitablement la question que vous posiez à ce que certains politiques bornés érigent la nation en tant que collectivité comme seul peuple acceptable à l'exclusion de tous les autres et à l'exclusion de toute différence interne. Donc voilà, il faut intégrer les dimensions individuelles et les dimensions collectives. Y a-t-il encore des questions? Sur votre catégorie culturelle, là, dans la représentation, Oui. même, je le vois très bien, et c'est pas plus précisé que cela, parce que quand on dit que vraiment, Sans entrer dans le détail, dans les trois autres cas, la représentation politique, c'est clair, hein, c'est les partis politiques. La représentation régionale, ce serait extrêmement facile si on voulait organiser. Il y a actuellement 170 000 grands électeurs du Sénat. Ils pourraient être les candidats possibles pour une élection. On pourrait très bien imaginer que par région, il y a 19 régions françaises, 13 métropolitaines et 6 d'outre-mer, il y ait de 2 à 4 représentants régionaux qui seraient donc choisis parmi les 170 000 grands électeurs du Sénat par un vote où chacun pourrait choisir scrutin de liste, scrutin individuel, enfin, peu importe. En ce qui concerne les deux autres quarts, c'est-à-dire le quart socio-économique et le quart culturel, c'est-à-dire en fait la société civile, la représentation formalisée de la société civile, je pense qu'il faudrait prendre exemple, mais pas imiter complètement, mais prendre exemple sur le Conseil économique, social et environnemental qui fonctionne à partir des organisations syndicales, ouvrières, patronales, etc., sur à l'échelle européenne les OING, c'est-à-dire l'organisation des associations non gouvernementales, etc. Autrement dit, il y a tout ce tissu associatif qui pourrait s'exprimer au travers des associations, qu'elles soient d'ordre syndical, d'ordre patronal, d'ordre culturel. Je pense que le tissu associatif est sûrement un des éléments qui pourrait être l'élément source pour fournir des bases électorales. Je ne dis pas que c'est facile à organiser, mais je pense que c'est un petit peu cela, c'est-à-dire que toutes ces questions de société civile ne s'expriment véritablement, ne peuvent s'exprimer, ne peuvent se faire comprendre que par des collectifs, pas par des choix individuels. Alors que l'élection politique, elle, est au niveau d'un choix individuel qui passe évidemment par des partis politiques, mais qui correspond à une expression d'orientation politique personnelle. Les aspects culturels et socio-économiques passent nécessairement par des collectivités. Donc, c'est toujours la même idée, essayer de prendre en compte le fait que nous ne sommes pas seulement des individus et que nous sommes porteurs individuellement ou collectivement de dimensions historiques et culturelles qu'il convient d'essayer d'exprimer
pour que la collectivité nationale ou la collectivité européenne se sente plus à l'aise avec son système de représentation, indispensable parce qu'une collectivité ne peut pas se passer d'une représentation et d'un système d'organisation, et que le pouvoir direct du peuple, on voit à quelle catastrophe cela peut conduire, avec en particulier le référendum généralisé, dont on voit à quel point il est une déformation absolument effrayante de la volonté populaire et de la réalité constitutionnelle du fait que c'est le peuple qui détient bien entendu le pouvoir, mais pas n'importe comment et pas à condition qu'on le consulte directement dans toutes les conditions de déformation que nous connaissons, ce type de consultation. Je vous remercie très vivement de vos questions, de votre attention.